Bien, bonjour à tous les quatrièmes, j'espère que tout se passe bien. Il fait un temps superbe, profitez-en pour vous mettre à la fenêtre et puis profiter du soleil. D'après ce que j'ai pu voir, la chaîne YouTube fonctionne bien, il y a pas mal de vues. Ça veut dire que vous allez voir les vidéos. J'espère aussi que vous faites les devoirs avec sérieux. Pour aujourd'hui, vous aviez un travail à faire sur une vidéo qui s'appelle The Lost Thing, enfin pour cet après-midi. J'espère qu'elle vous a plu, elle est assez, je la trouve assez belle. Vous aviez plusieurs questions dessus, à commencer par savoir euh, en fait ce que représente cette chose. C'est un petit peu étrange, la première fois qu'on la voit, elle est sur une plage et on est en droit de se demander ce que c'est que cette espèce de gros truc rouge. Alors, naturellement, il n'y a pas une réponse, hein, il y en a une infinité, mais techniquement ici, on pourrait imaginer qu'en fait il s'agit d'un enfant, parce que la première réaction que cette chose a quand elle rencontre le narrateur, le personnage principal, eh bien c'est de jouer avec lui, de lui lancer le ballon. Elle a l'air assez enfantine, les petits grelots qui sont là aussi font penser au monde de l'enfance. Alors les pinces c'est autre chose, mais de même à la fin du récit, quand elle se retrouve dans ce monde qui lui correspond, mais il s'agit d'un monde finalement qui fait penser à celui de l'enfance, un monde assez magique, plein d'onirisme, de rêves. Voilà, ça semble assez cohérent. Donc, ça peut être un enfant abandonné, c'est possible, mais d'une manière générale, je pense que ça renvoie en fait à toute personne qui ne trouve pas sa place. Voilà. L'idée de chose perdue, the lost thing, c'est pas juste un objet perdu. C'est quelqu'un qui se sent perdu, qui ne se sent pas appartenir à un monde en particulier. C'est en fait un court métrage sur le fait de se sentir appartenir à un monde, à une société, ou au contraire, de s'y sentir étranger. Voilà. Donc, effectivement, le mot étranger est important parce qu'on retrouve la racine étrange. Hein, on a le radical étrange dans étranger. Celui qui est étranger nous semble étrange. Il a l'air bizarre, différent. Et ici, eh bien, cette chose perdue, elle est étrange. Elle est différente, clairement. Il suffit de regarder sur cette vignette, eh bien, on voit que déjà, elle est très grande. Et on en vient à la deuxième question. Vous deviez la décrire. Alors, si on doit la décrire, on part du général pour aller au particulier. Effectivement, on peut voir déjà sa taille, la forme générale. Hein, ça ressemble un petit peu à une sorte de théière, hein, une théière rouge avec un capuchon couvert de pics, une théière, mais vivante, une théière rigide, rouge, couverte de petites trappes, hein, et par ces petites trappes sortent des sortes de tentacules verts qui lui permettent de marcher, et puis d'énormes pinces qui ne sont visiblement pas des, comment dire, destinée à attaquer, ça n'a pas l'air d'être une arme très dangereuse, non. Elles tiennent avec délicatesse de tout petits grelots. Voilà. Et voilà, finalement, il y a un personnage qui se dessine ici. Les yeux se trouvent, pardon, les yeux se trouvent ici. Ils sortent au bout de deux petites tiges, ce sont deux petits disques. On les repère pas tout de suite, hein, mais petit à petit, on va se rendre compte de ce regard. On va y faire attention particulièrement à la fin, quand la chose perdue remercie le narrateur. Voilà, donc il y a quelque chose entre la solidité et puis la fragilité, la forme énorme, et puis finalement le fait qu'elle est totalement invisible pour les gens qui sont autour d'elle. Voilà. On en vient donc à la question numéro 3. Quel est son problème? Elle est perdue. Elle est perdue sur cette plage. Il y a on dirait une sorte de station balnéaire, hein, pas très agréable, puisqu'il y a cette espèce d'énorme mur gris en béton. Le béton est vraiment ce qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des thèmes, hein, que Sean Town adore, c'est cette espèce d'énorme vague de béton qu'on retrouve dans ces villes. Le fait qu'on est perdu dans ces villes et qu'il y a des indications, comme ici, mais des indications qui ne nous aident pas beaucoup et qui finalement souvent deviennent même problématiques, tellement il y en a. Voilà. Donc cette chose est perdue, elle est abandonnée, personne ne se soucie d'elle, personne ne la voit malgré sa taille, et le personnage principal va tenter de l'aider. Alors il va procéder de plusieurs manières différentes, il va l'emmener chez un ami qui va le sculpter, il va l'emmener aussi chez ses parents,
qui vont rejeter tout de suite cette chose parce qu'elle salit, parce qu'elle prend de la place, parce qu'elle n'a pas sa place ici, hein. Et finalement, grâce à la télé, il va trouver va tomber sur une publicité pour le bureau fédéral du bric-à-brac. Et il va l'emmener là-bas pour essayer de résoudre ce problème. Là-bas, il va tomber sur un énorme bâtiment gris. Je vous demandais ce qu'il symbolisait. Eh bien, il symbolise en fait une administration totalement inhumaine, hein. Quand on entre là-dedans, en fait, le bureau énorme, très très haut, tellement haut qu'on devine à peine la personne qui est cachée derrière. Ce bureau, il est rempli de cases. Voilà. Et l'administration, en fait, met les gens dans des cases. Mais cette chose ne rentre pas dans les cases. D'accord. Et la seule solution que trouve l'administration, c'est de donner à notre narrateur une espèce d'énorme liasse de papier à compléter. Voilà. Complete the form. Remplissez le formulaire. Et naturellement, personne n'a envie de faire ça. Ça paraît même aberrant, il n'y a aucun contact humain. Voilà. Donc tout ça, ça représente l'inhumanité. Ce monde est gris, il est noir, il y a une sorte de lumière qui nous pousse à aller de l'avant et puis finalement plus rien. Et puis il y a la personne qui s'occupe de l'entretien qui dit au narrateur de fuir, de ne surtout pas laisser la chose perdue ici. Pour terminer, cette chose perdue va trouver son monde, elle va trouver le monde auquel elle appartient, un monde onirique, un monde enfantin qui fait penser à une cour de récréation, hein, avec une marelle au sol, des dessins sur les murs, des couleurs chatoyantes, des personnages tous différents. Et en fait, c'est des personnages qui ont tous leur personnalité. C'est ça l'idée. C'est si ces personnages sont si différents, c'est qu'ils ont tous une personnalité, contrairement à tous les personnages qu'on a vus dans le film qui sont grisâtres, qui sont uniformes, qui sont sans intérêt. Voilà. Donc, Shantin nous a fait rêver avec ce court-métrage qui a eu un Oscar, hein, je vous rappelle, l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. C'est un court-métrage qui a l'air de s'adresser à un public d'enfants, hein, mais le message est bien plus large que ça. En fait, c'est une fable universelle sur l'idée d'appartenance, l'idée de se sentir appartenir à un lieu. Est-ce que c'est positif, négatif? L'idée de savoir où on est ou de se sentir perdu, l'idée d'être accepté, et puis l'entraide, hein, ce narrateur là, il est très attachant aussi, il est plein de bonnes intentions, d'attention, de bienveillance. C'est c'est beau, c'est une fable en fait. Il y a une morale qu'on doit trouver en regardant l'image finale, d'ailleurs, vous la reverrez. Ça se termine pas comme ça, hein. Ça se termine finalement quand le narrateur est dans les transports en commun et qui se demande pourquoi il ne voit plus tous ces êtres perdus. Voilà. Parce qu'il n'a plus le temps, parce qu'il travaille, parce qu'il n'y fait plus attention, parce qu'il est devenu en fait peut-être un adulte, hein, c'est ça aussi. Donc on a terminé pour les questions. Je vous avais demandé d'analyser cette image. Elle a l'air simple, hein, mais elle est d'une complexité hallucinante. Je ne vais pas pouvoir détailler parce que tout simplement je suis pris par le temps pour mes posts sur YouTube. Mais grosso modo, on a un monde gris, de béton, sans fenêtre, hein, pas de vue sur l'extérieur, un monde renfermé sur lui-même. Les marches ici, la contre-marche du trottoir, elle est balisée par des bandes blanches et rouges qui signifient qu'en fait on n'a pas le droit de traverser en quelque sorte. Ici ça marque une sorte d'interdit. Donc c'est désert, c'est inhumain. Et puis nos deux personnages passent devant une énorme statue monumentale qui fait penser aux statues qu'on trouvait en Union soviétique à une certaine époque. Cette statue représente deux hommes qui sont en train de communiquer. Voilà. Ces deux hommes, peut-être des hommes d'affaires, ils ont des attachés case, ils sont assez identiques, hein. Ils portent la même gabardine, une cravate, un pantalon, ils se parlent, et ce qui est très important, c'est que leur tête est remplacée d'une part par une caméra, de l'autre par une télé. La caméra et la télé étant reliées par une sorte de tuyau. Alors, à quoi sert la caméra? Elle sert à enregistrer quelque chose. Ce quelque chose qui est enregistré est envoyé pour être reproduit sur un écran. D'accord? Mais si l'écran est filmé par la caméra, finalement, là, il y a une sorte de cercle vicieux qui se crée.
C'est pour le son, c'est impossible. Ça donnerait ce qu'on appelle l'effet Larsen. Mais pour l'image, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore-là? Ça veut dire que on donne à voir aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Hmm. On ne parle qu'avec des gens qui pensent comme nous, peut-être aussi. Voilà. C'est d'une complexité sans nom, ça. C'est très 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 bien vu. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Pour la fois prochaine, vous allez avoir du boulot. Il va falloir aller voir sur Pronote. Vous avez une analyse à faire d'une bande dessinée de Shantan cette fois-ci. Ça, c'était un excursus. Hein, ça m'a semblé intéressant d'en parler pour découvrir l'univers de l'auteur. Pour la fois prochaine, vous allez avoir un travail à faire donc sur une BD. Lisez-la bien, analysez-la bien, les questions sont sur Pronote. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.